Olivier Diba, comment est-ce que votre travail dialogue-t-il avec les grands mouvements artistiques africains? J'avais dit que dans les années 80, il y a un groupe de jeunes qui avait commencé à se positionner par rapport au système qui est en place, c'est-à-dire les académiciens et l'école de Dakar au sens symbolique du terme. Cette manière de voir-là correspondait à une nouvelle économie alternative pendant le plan d'ajustement. Et il s'est trouvé que pour l'essentiel des artistes qui ont animé cette partie avaient une conscience nationale. Et ces artistes, beaucoup avaient une conscience politique, ils avaient une conscience nationale. Et ils savaient que quelque chose est en train de se faire, quelque chose qui n'est pas, c'est pas anodin. Le fait que les orientations des institutions de Bretton Woods en matière de politique, c'est dire aux Africains, n'investissez pas dans la culture, n'investissez pas dans la santé, ni dans l'école. Et voilà. Il faut réduire le nombre. Exactement. Ça veut dire renoncer à vous-même. En fait, ça veut dire renoncer à vous. Et il y a un certain nombre d'artistes qui avaient commencé à réfléchir à ces traquenards. Hein. Et ça, c'est cette troisième voie-là, qui est une troisième voie très au fil de l'actualité artistique mondiale, mais qui essaie de trouver une réponse locale à cette problématique esthétique mondiale. Parce que ces années, dans les années 80, 89, vous savez, avec les magiciens de la Terre, qui s'est tenu à Paris, qui a initié un tournant esthétique assez intéressant, en intégrant ce qu'ils appellent les artistes bruts, ceux qui n'ont pas fait les académies, qui ne sont pas influencés par l'enseignement académique et qui explorent à travers des techniques jusque-là considérées comme des techniques artisanales, et un certain nombre d'artistes ciblés qui est qualifié de vrais artistes. Donc, dans l'échiquier artistique, il y avait un autre débat qui s'est évité au profit de multiculturalisme qui est en vogue en Occident. Et toute cette zone-là, tout ce bouillonnement artistique était un bouillonnement qui prépare en réalité la globalisation. Je crois que les choses se tiennent en réalité. Alors, et un courant puissant s'est installé spontanément sur le continent, ce que j'appelle l'esthétique de la proximité, du lien de vie. Et ça s'est développé au niveau du Sénégal, du Mali, du Nigeria, et même en Tunisie, en Côte d'Ivoire, à travers le Congo, à Dakar, moi j'ai vu le Cameroun, tu vois, il y a Abdoulaye Konaté, le Mali, voilà. Donc il y a au Cameroun, il y a plein de, même chez vous, au Bénin, avec Assomé, Romuald Assomé. Donc, et les gens s'intéressaient à cette société de consommation, à cette particularité des Africains à consommer. Quel est le rapport avec la consommation? Nous avons tous travaillé avec ces objets qui viennent du quotidien et qui consomment et réintroduits dans le système économique. C'est un questionnement intéressant. Comment une économie peut être une économie de vautours? Et c'est très intéressant parce que, et c'est pourquoi j'ai aimé beaucoup cette interpellation du doyen Payoratal dans les années 96, quand Pascal Martin Tailleux, qui est le dessinateur de cette école esthétique, a présenté une œuvre à la Galerie du Goethe Institut qui s'appelait Émotion fécale. Alors, Payoratal, qui s'était un peu de manière très débordante en disant que l'Occident veut faire les vautours du monde. Et je l'ai dit, mais en réalité, nous sommes devenus les vautours du monde. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le plan d'ajustement a provoqué une économie tournée autour de la consommation d'objets déjà consommés en Europe et envoyés en Afrique.
ça, c'est toute une économie. L'essentiel de l'économie est par l'informel, par la récupération, par la réintroduction d'objets consommés en Europe et ces objets qui font la fierté des Africains. C'est une vraie économie de vautours. En réalité, nous sommes les vautours du monde. Et l'idée, le vautour, c'est très intéressant, c'est parabole du vautour. Le vautour, il attend. Il fait rien, il attend que les autres travaillent. Après, il se nourrit du reste du travail des autres. Un peu parasite, quoi. Exact. Mais on nous a fait, en fait, on veut nous faire ça. C'est-à-dire que le plan d'ajustement, en neutralisant toutes les initiatives de production, tous les secteurs qui sont vraiment à la base de l'innovation, le savoir, la culture, la santé. Si on n'investit pas dans ces domaines, ça veut dire rester inopérant. Et à ce moment-là, une vraie économie d'accompagnement de l'Occident avec la consommation à outrance s'est installée. On n'a même pas le temps d'arrêter, de réfléchir. Et cette catégorie d'artistes s'est insérée dans cette manière de voir le monde et d'alerter. Parce que là, c'est un système d'alerte. Et même si le relais que ça doit avoir là pas, c'est resté dans un monde pas encore qui n'est pas très développé, mais en fait c'est ça. Il y a cette esthétique-là a fait presque le tour du continent et a accompagné même la Biennale. Ce qui fait que tous les grands prix de la Biennale de 90 à 2000 proviennent de cette école esthétique. C'est pour montrer sa puissance et sa force sur le continent. Très bien. Alors, dans la création artistique aussi, il y a de l'engagement politique. Alors, comment est-ce que vous percevez les différentes formes de résistance dans l'art africain contemporain? La résistance de l'art contemporain africain est due essentiellement à cette conscience politique. Il y a de plus en plus une conscience politique. Comme je l'ai dit, depuis les années 90. L'essentiel des artistes qui ont résisté avaient déjà une conscience politique. Je crois que, et ça c'est très important. Le deuxième élément de cette conscience, de cette résistance, c'est la Biennale. Et pour moi, la Biennale est vraiment le lieu de cristallisation de lieux qui a donné un écho à cette résistance des artistes africains. Ça, c'est très important. Que je t'avais dit que tous les grands prix là, tous les grands prix proviennent de cette résistance. Parce qu'en fait, moi, j'expliquais un peu le jeu à quelqu'un. Moi, à l'époque, j'utilisais les vieux bois qui venaient des bâtiments coloniaux là, désossés, que les bols, les vieux bois, ils les ramenaient, ils les revendaient. Quand j'allais acheter ces bois, les marchands ne comprenaient pas pourquoi je m'intéresse aux vieux bois. Ils disent, mais il est peut-être dingue. Il y a du bois neuf, ils n'achètent pas le bois neuf, ils achètent du vieux bois. Moi je cherche des vieux bois, je me dis, mais pourquoi? Mais il y a du neuf. Je dis, oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Mais vous ne savez pas pourquoi ça m'intéresse. Parce que ces vieux bois ont de la mémoire. Ces vieux bois, c'est le symbole de cette économie coloniale dans le post-colonial en perte de vitesse. Et c'est incroyable. Hein? C'est le symbole même de cette économie qui a tenu jusqu'à la fin des années 70, mais subitement qui est en perte de vitesse. Mais une économie, par une vision alternative, n'a pas vu sa naissance. Et on était dans une période de tâtonnement, d'hésitation, on ne sait pas. Quelque chose est là, et c'est devenu une vraie réalité économique. Donc, et les gens, regardez ce que les gens consomment. La friperie a fait fermer l'usine Sotiba de textile. C'est grave, non? Les vieilles voitures, moteurs, c'est toute une économie. Alors, et ça, pour moi, c'est
c'est une forme de résistance parce que les populations ont su créer une économie de survie. Et c'est vraiment une économie de survie et qui ont créé en même temps une esthétique de survie. Et cette esthétique de survie résume fondamentalement le tâtonnement, le fait que les gens cherchent, ils tournent en rond, ils ne savent pas où, il n'y a pas de perspective. Et c'est ça qui est très important pour moi, comme signal très fort pour permettre aux gens maintenant de sortir la tête de l'eau. Alors, vous êtes, on l'a dit tantôt, un acteur de mai 68. Vous avez manifesté comme beaucoup d'autres. Vous étiez si jeune que vous ne saviez pas l'objet de la manifestation. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de mai 68 dans votre engagement artistique et intellectuel? Mai 68 était une transition pour moi. C'était jeune, c'était une conscience juvénile. Et après, la formation a essayé de donner beaucoup plus de substance. Et ce qui est resté, c'est je suis profondément lié au bien commun, ce qui appartient à tout le monde, à la société, à la réalité sociale. Et ça, c'est resté à moi parce que tout mon travail artistique est lié à l'impact de l'homme dans le quotidien. Et mon travail reste encore humaniste. C'est tourner autour de l'homme, de son présent, et essayer de comprendre ses attitudes dans le quotidien et comment son comportement se manifeste à travers l'environnement, à travers les matériaux, à travers sa consommation, à travers son système d'organisation. Je suis resté fidèle à ça, l'humain. Je crois que c'est vraiment important. Alors, je rappelle à nos internautes que vous êtes un artiste peintre lauréat du Grand Prix Léopold Sédar Senghor, un des artistes les plus en vue sur la scène. Alors, quel regard vous portez sur la nouvelle alternance d'abord qui est intervenue au Sénégal en mars 2024, qui est un peu le résultat des luttes que vous avez menées il y a des décennies plus tôt? Si vous avez suivi un peu ce que je disais à travers les matériaux que j'ai tenus de vieux bois, je disais tantôt que c'est dans leur état, ces matériaux, ces vieux bois, étaient l'illustration d'une économie coloniale dans le post-colonial en perte de vitesse. Et que j'ai créé une démarche artistique à partir de ça qui s'appelle Kangourou, qui est l'expérience que j'ai tirée de l'art classique, mais en articulant au quotidien, au vécu. Tout mon travail, c'est résumé de ça. Comment je peux avoir du point de vue de la substance de mon travail en rapport avec le passé artistique, mais du point de vue du rendu, comment être en connexion avec le présent de ma vie. C'est ça. Or, quand on voit ce qui s'est passé, la révolution, l'alternance qui a eu le 24 mars 2024. Et moi, j'étais dans ça. J'étais dans ça avec mon âme. C'est-à-dire, comment prendre ce qui est essentiel de cet art classique, l'articuler à mon présent et se projeter dans mon futur comme solution à notre réalité. Ça, c'est très important. En fait, en conclusion, ce qu'on vient de connaître ici, c'est ça la philosophie. Quand j'écoute le discours des pasteurs, c'est comme si ce que nous avions comme valeur dans les années 70 dans Andjif, 80, ils ont le même discours, panafricaniste, ancrage culturel, fierté historique. C'est ça qu'on trouve ici. Donc, point de vue idéologique. Rien de nouveau. Parfait. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont su mobiliser la population autour de ces idées-là. Et les autres n'ont jamais réussi à avoir cette articulation avec la masse populaire. Les politiciens professionnels de la gauche classique sénégalaise. La gauche classique
n'a pas suivi. Voilà, la LD. LD, et même quelque part, Mamoudja, c'était le même discours, mais on n'a pas su intégrer la masse pour que la masse s'approprie ça. Et ces gens-là ont réussi ça. Et ça, c'est parfait. Mais il y a un élément qui m'intéresse particulièrement dans cette affaire. En 2022, quand j'ai ouvert cet espace-là, j'avais demandé, j'ai fait une manifestation qui est autour du chiffre 12. 12. Et toi, c'est très important ces chiffres parce que c'est un rapport à la victoire des Lions à la Coupe d'Afrique. Le chiffre 12, c'est le Sénégal a gagné l'Égypte qui a gagné 7 fois, au Cameroun qui a gagné 5 fois. Ça veut dire 12. Du point de vue de la symbolique, c'est comme si la seule victoire du Sénégal représente 12 victoires. Parce qu'après avoir gagné l'Égypte qui a gagné 7 fois, et au Cameroun qui a gagné 5 fois, il y avait 12. Et après, il y a le club du 12e gagnant. Et ça, c'est très. C'est le 12e gagnant. Et c'est extraordinaire. Il y a un élément du patrimoine linguistique mandingue, le chiffre 12 est le chiffre de la détermination. De la détermination. Alors, j'avais demandé à 12 artistes de réfléchir qu'est-ce qu'ils pensent cette mobilisation de la jeunesse à l'accueil des Lions. C'est ça où je vais tenir la dimension politique, que le changement a commencé depuis longtemps. Alors, moi-même, j'ai fait une œuvre sur ça en disant quand le ballon dessine le pays. L'œuvre est là. Quand le ballon dessine le pays. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup impressionné, les jeunes ont quitté la banlieue, ils ont marché à pied pour aller chercher les lions à l'aéroport et les promener jusqu'au palais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la détermination est là, les obstacles disparaissent. Ça, c'est très important pour symbolique. Maintenant, analysez la foule. Chaque foule parle, chaque foule a un langage. La caractéristique essentielle de cette foule, au-delà de la détermination, c'est la présence du drapeau. Le patriotisme. Ça veut dire que, et si on compare cette foule aux foules de Sonko, c'est les mêmes caractéristiques. Ça veut dire que c'est les mêmes foules, c'est les mêmes jeunes qui étaient allés chercher ces gens-là, qui se retrouvent dans les meetings de Sonko. Et ça, j'ai dit à quelqu'un, mais les jeunes, ils ont pris le pouvoir en 2024. Ils ont déjà le pouvoir, ils veulent l'exercer. Et en 2024, ils vont l'exercer. J'ai dit ça en 2022. C'était une prémonition. Non, c'était le cas. Non, en fait, quand vous regardez la foule, la détermination de la jeune et le patriotisme, et là, comment ça coïncide avec les discours de son peuple, mais c'est les mêmes foules. Même enthousiasme, même détermination. Et donc, s'il y a quelqu'un, mais la victoire est dans la rue. Ils vont prendre le pouvoir, ils ont déjà le pouvoir, ils sont conscients. Parce que dans ce monde actuel, qui contrôle la communication contrôle le monde. Et les jeunes, par ces réseaux sociaux-là, ils contrôlent le monde et politiquement, ils ont déjà contrôlé ce pays et ils vont l'exercer en 2024. Ce n'est pas pour rien que les dirigeants, à un moment, tentent de couper la connexion dans des périodes. Mais j'ai dit, j'étais sûr qu'ils vont gagner les élections. Donc, c'est pourquoi je t'ai dit. Et ça aussi, un autre justificatif, c'est la Covid. J'ai fait une interview au Soleil le lendemain quand ça a commencé ici. J'ai fait une interview avec Mamoun Faye. Il m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la Covid et de sa répercussion dans votre secteur? Et je lui ai dit, au fond, la Covid
dessine que nous retournons dans le modèle géopolitique mondial. Et vous allez voir, j'ai dit, ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est que le libéralisme va sentir une phase importante dans son évolution. C'est le libéralisme qui a placé la Chine comme musée du bout à cause des conditions de travail favorables. Tous les capitaux sont allés en Chine à cause des conditions de travail favorables, la technologie. Donc, le prix de revient du travail est moins cher et les produits sont plus compétitifs. Tous les financiers sont allés investir là-bas. Mais la Covid a montré, avec la crise de ces masques, les Occidentaux sont obligés d'être dépendants de la Chine, de concurrents. Et ils ont immédiatement développé la théorie de la réindustrialisation, la relocalisation. En fait, c'est une espèce de retour en zone. Et cette espèce de retour en zone, personne ne s'occupe de l'autre et chacun doit désormais s'occuper de ses affaires. Et je dis, c'est une redistribution de rôle dans le monde. Depuis 2020, j'ai dit que nous autres Africains, là, c'est l'occasion de repenser à s'occuper de nos affaires. Et parce que ceux qui ont inventé le libéralisme, eux-mêmes, ils parlent maintenant protectionniste. Et vous allez chercher quoi là-bas? Et j'ai dit, mais cette orientation, ces conséquences du Covid ou de la Covid, donnent le glas d'une réorientation géopolitique. Et les Africains doivent en profiter pour requalifier le rapport à eux-mêmes et à leur propre développement. Mais c'est ça que les jeunes là sont en train de dire. Quand les gens disent maintenant, par nous-mêmes, transformons nos matières premières. Nous-mêmes, parce que, figurez-vous, les matières premières, c'est une matière qui était à la base de la colonisation. En réalité, on n'a jamais été indépendant. Parce qu'en fait, l'objet de la colonisation, ce n'est pas que quelqu'un soit gouverneur ici ou non, c'est la forme, mais l'objectif, c'est les matières premières. C'est pour faciliter l'exploitation des matières premières. Mais quand on te donne l'indépendance, on contrôle tes matières premières, mais qui est fou pour comprendre la nation, ce n'est pas le territoire, mais c'est les matières premières. Le fait d'avoir une politique de contrôle des matières premières au plan local, pour moi, c'est le signal très fort que quelque chose est en train de se passer. Et je crois que nous autres, là, on a perdu beaucoup de temps. Et je crois que ces jeunes sont sur la voie. Pour moi, je pense qu'ils sont sur la voie. Dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Niger, là-bas, justement, les crises politiques ont amené, la situation sociale difficile, sécurité a amené ces pays-là à connaître des coups d'État. Eux aussi, ils tiennent ce discours-là d'indépendance, de souveraineté, de panafricanisme, au point où finalement ils se sont retirés de la CEDEAO. Alors, est-ce que cette scission de l'organisation sous-régionale, c'est un peu un crève-cœur pour vous? Et est-ce que ces transitions peuvent induire des changements positifs pour leur société? Oui, mais l'histoire n'est pas linéaire. L'histoire n'est pas linéaire. C'est une étape. Et je crois qu'il ne faut pas voir ça sans analyser le contexte. Et qu'est-ce qui nous a amené à ça? Le plus important, c'est ça, et c'est de comprendre pourquoi on est arrivé à ça. Ces gens-là se sont pas levés d'un coup, ils décrétaient ça. C'est un processus qui était là. Et beaucoup d'artistes ont traité des questions en amont, avant ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina Faso. C'est une vieille histoire. C'est depuis la Libye, depuis ce qui s'est passé à travers le djihadisme. C'est tout ça qu'il faut comprendre dans la géopolitique mondiale. Comment les Africains sont perturbés dans leur trajectoire pour les faire passer à côté de l'essentiel. En vérité, c'est ça. Parce qu'en fait, avant ces coups d'État, il y avait le problème de démocratie, d'élection, de mandat, des trucs comme ça. Voilà. Et les démocraties ne savent pas faire la guerre. Parce que les démocraties ne savent pas faire la guerre. Parce qu'en fait, l'opinion pèse beaucoup.
dans les démocraties. Et ces régimes qui étaient là-bas étaient développés, qui étaient en même temps faibles. Et c'est un problème parce qu'on est trop lié à l'électorat, des trucs comme ça. Et en ce moment-là, et tous ces pays qui ont connu étaient des démocraties entre guillemets, il y avait des élections, des trucs comme ça. Bon, mais dans un tel contexte, et j'ai dit que c'est une trajectoire. Mais je suis persuadé que le plus important, c'est le résultat. Est-ce qu'à partir de là, ces gens-là vont régler les problèmes qui se posent au niveau du peuple? S'ils arrivent à ça, tant mieux. C'est ça que tout le monde cherche, que ce soit la démocratie ou la dictature. Le plus important, c'est que les peuples s'y retrouvent. Si les peuples s'y retrouvent, je ne vois pas d'inconvénient. Il n'y a pas de fixation. Hein, on a vu des régimes démocratiques qui, ce qui s'est passé chez nous ces dernières années-là, c'est n'importe quoi. Voyez-vous comment on a touché le fond là avec notre démocratie chez nous. Heureusement, le Sénégal est un pays particulier, mais on aurait dû connaître ça. Hein. Moi, je crois qu'on a eu la chance d'avoir des gens assez raisonnables quand on parle dans l'extrême. Mais tout était possible hein, ici. Donc, je crois que ce qui est important plutôt, c'est comment raisonner tout le monde. Et que le plus important, c'est l'Afrique doit rester unie ensemble autour des intérêts des populations surtout. Et à partir de ce moment-là, je crois que toutes ces théories de coup d'État, de putschistes, de démocrates, le plus important, c'est que les peuples s'y retrouvent. Je crois que c'est ça. Si ce n'est pas la démocratie, tant mieux. Si ce n'est pas le peuple, je crois que chaque peuple a des réponses à ses problèmes. On ne va pas remuer le moteur. Ça. Je crois que c'est pas grand-chose. C'est la finalité qui compte. Oui, bien sûr. C'est le peuple. Si le peuple se sent bien, c'est ça. Moi, c'est essentiel. Très bien. Alors, vieille débat toujours dans la même dynamique. Alors, aujourd'hui, on constate que beaucoup se réclament panafricanistes. Il y a des jeunes qui se mobilisent, qui veulent que ça change, qui tiennent aussi un discours souverainiste. Alors, le panafricanisme pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que certains en ont fait juste un fonds de commerce aujourd'hui? Ça peut être, mais c'est parce qu'on a vécu une période où les intérêts de l'Afrique n'étaient pas au cœur des préoccupations. Et maintenant, le discours panafricaniste, c'est d'abord l'Afrique d'abord. Et que les Africains doivent être solidaires entre eux. Et ce qu'on doit faire, ça doit avoir un intérêt pour les Africains d'abord. Et je trouve que c'est ça. Ouais. Tout le monde n'est pas africaniste. Hein. Moi, je trouve que. Et même Trump, il dit l'Amérique d'abord. Et tout le monde dit mon peuple d'abord. Je crois que si c'est ça le panafricanisme, oui, pourquoi pas. Parce qu'on a longtemps été visé. Parce que, figurez-vous, quand le colon venait ici, le colon a colonisé de grands ensembles. Hein. L'Afrique occidentale française, c'était combien de pays? L'Afrique équatoriale française, c'était combien de pays? Mais à la colonisation, on a morcelé pour nous opposer les uns contre les autres. C'est ça le problème. Et si le panafricanisme, pour nous ramener à cette unité, est retrouvé, mais tant mieux. Moi, je trouve que. Parce que ces micro-États ne veulent rien dire. Personne ne peut s'en sortir avec ces micro-États-là. Ce n'est pas des Italiens. Et tu vois, c'est les mêmes groupes ethniques. Moi, je suis mandingue soninké, mais mon origine peut-être c'est le Burkina Faso, la ville du Ghana. Et je me retrouve ici. Quand je vais au Burkina, la saison Burkina, c'est quoi? Mes amis, mon histoire, c'est d'abord, c'est le Mali, c'est le Burkina. Est-ce que quelqu'un est plus burkinabé que moi ou malien que moi? Mais avec la colonisation, je me suis trouvé sénégalais. C'est quoi ça? C'est artificiel de factice. Et le panafricain doit ressouder les Africains autour de leur histoire. Parce que nous avons une histoire commune, nous avons une géographie commune. Et cette division est circonstancielle et superficielle, ce n'est pas ce qui est important. C'est la réunification de l'Afrique qui doit être la finalité, parce que l'Afrique a été unie à travers des grands ensembles qui ont été disloqués par les mouvements du colon. Il faut avoir les dirigeants tellement de trouver ça.